Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuit le journal de ce jour, mardi 22 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les locaux du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ont servi de cadre ce mardi matin pour la tenue de la première réunion du comité de pilotage du programme d'innovation de la justice au Niger. C'était sous la présidence du ministre de la Justice avec la participation de plusieurs acteurs intervenant dans ce domaine. Précision Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Porté par l'Institut de la Haye pour l'innovation de la justice, en abrégé HIL, en collaboration avec le ministère nigérien de la Justice, des droits de l'homme et des relations avec les institutions, l'initiative Programme d'innovation de la justice au Niger s'affirme promoteur. C'est ce qui traduit cette première réunion du comité de pilotage du programme, laquelle, en plus de la responsable de HIL et du ministre de la Justice, a ce 22 juillet a enregistré la mobilisation des acteurs du domaine, des cadres responsables d'entités rattachées au ministère, des chefs traditionnels, entre autres. Contribuer à l'amélioration de l'accès à la justice, c'est l'objectif affiché par le HIL à travers le programme. Depuis 2022, date du début de la mise en œuvre du programme d'innovation de la justice au Niger, HIL, en étroite collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est engagé à contribuer à l'amélioration de l'accès à la justice au Niger. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance et de la justice sociale découlant de l'agenda international 2030 pour l'atteinte des objectifs du développement durable, particulièrement l'ODD 16.3. À travers la composante innovation, il a mis en œuvre un processus de laboratoire qui a conduit au développement d'une plateforme numérique et d'un assistant vocal pour la vulgarisation et la sensibilisation du dispositif légal de prise en charge de conflits fonciers. Cette solution s'accompagne d'un modèle de gouvernance qui s'articule autour des organisations suivantes. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme chargé de relations avec les institutions, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, l'Agence nationale pour l'assistance juridique et judiciaire, le secrétariat permanent national du Code rural, l'association de chefs traditionnels du Niger et HIL. Dans l'allocution qu'il a prononcée à son tour, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des relations avec les institutions n'a pas caché sa satisfaction pour la tenue de cette première réunion. Il s'agira donc à travers cette rencontre de non seulement définir les orientations stratégiques du processus de développement, mais aussi du transfert de la solution numérique, précisa Aliou Doda s'adressant aux membres du comité. Comme vous le savez, en février 2023, le premier laboratoire d'innovation de la justice avait été lancé par HIL en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ce processus, à travers ces 4 sessions, a réuni une trentaine d'acteurs d'horizons divers avec un point commun, leur expertise sur la problématique foncière au Niger qui représente le deuxième problème le plus récurrent rencontré par les justiciables nigériens. Enquête 2022. À l'issue de ce processus de co-construction, une solution a émergé en la forme d'une plateforme numérique et un assistant vocal avec pour objectif de soutenir les efforts déjà entrepris dans la prise en charge de cette problématique par divers acteurs étatiques et non étatiques dans notre pays. Votre présence aujourd'hui est le fruit du souhait des acteurs ayant participé au processus de laboratoire tel que ressorti dans le modèle de gouvernance car ils vous ont identifié comme les plus à même de contribuer au succès de la mise en œuvre de cette phase pilote. A rappelé aussi que le ministre n'a pas manqué de réitérer la reconnaissance de l'État du Niger à HIL et son partenaire financier pour l'établissement d'un programme qui tend à rendre favorable un accès plus facile au système de justice nigérien. Merci Boubacar Ibrahima. Le service central de protection des mineurs et des femmes de la police nationale du Niger a organisé ce mardi 22 juillet 2025
2025, un atelier de validation d'un manuel de procédure pour la prise en charge des personnes survivantes des violences basées sur le genre. C'est un atelier qui vise donc à lutter contre ces fléaux à travers ce document. Précision Asma Oussadou et Aboukar Sobi. Examiner le manuel de référence qui porte sur la procédure de gestion des cas de violence basée sur le genre, objet de la présente rencontre organisée par le Service central de protection des mineurs et des femmes, SCPMF, de la police nationale. Ce manuel vise également à assurer une coordination harmonisée entre les différents acteurs de protection afin d'apporter une réponse multisectorielle de qualité pour la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre au Niger. La disponibilité d'un document de référence sur les violences basées sur le genre, la maîtrise de la prise en charge des violences basées sur le genre par les différents acteurs sont les résultats attendus de ce document. Votre rôle aujourd'hui est donc capital et vital. En tant qu'expert et partie prenante, votre expertise et vos retours d'expérience sont indispensables pour garantir la pertinence, la fiabilité et l'applicabilité de ce document. Ainsi, pendant cet atelier, nous allons d'abord présenter les missions du Service central de protection des mineurs et des femmes, puis faire un aperçu sur les violences basées sur le genre et enfin la présentation du manuel de procédure élaboré par les experts. Nous vous encourageons à participer activement, à poser vos questions, à partager vos points de vue et à formuler des propositions constructives. Nous savons que ce travail de validation est une étape cruciale pour finaliser le document et le rendre opérationnel. C'est pourquoi nous comptons sur votre engagement et votre expertise pour faire de cet atelier un succès. Un thème qui cadre avec les missions du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DICAF, partenaire phare du SCPMF. Dans ce cadre, il est essentiel de souligner l'importance vitale du partenariat entre les services de protection de la police et les organisations de la société civile spécialisées dans la promotion et la protection des personnes survivantes du VBG. Ces alliances permettent de conjuguer compétences, ressources et approches complémentaires pour offrir aux victimes un accompagnement holistique, sécuritaire, médical, psychologique et juridique. Ce travail collectif renforce non seulement l'efficacité de la prise en charge, mais aussi la confiance des populations dans les institutions. Faciliter la prise en charge de la personne vivante de violences basées sur le genre au niveau des différentes structures de prise en charge. C'est pourquoi ce manuel a été conçu, a indiqué le directeur général de la police nationale adjoint. Cet atelier de validation est le résultat d'un long processus à travers plusieurs ateliers de réflexion sur l'élaboration d'un manuel de procédure sur la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre au niveau du service central de protection des mineurs et des femmes par des experts en la matière. Ce manuel est conçu afin de faciliter la prise en charge de la personne survivante des violences basées sur le genre au niveau des différentes structures de prise en charge. Il définit les procédures standards pour la prévention, la prise en charge et la répression des VBG et sert de référence pour les officiers de police judiciaire et autres acteurs impliqués dans la prise en charge des VBG. Il s'applique à l'échelle nationale et concerne tous les acteurs de lutte contre les VBG au Niger. Cet atelier de formation du service central de protection des mineurs et des femmes de la police nationale a enregistré la présence de plusieurs structures concernées, parmi lesquelles le directeur de la sécurité publique. Merci Assamaou.
La réunion du Conseil des ministres du 18 juillet dernier a, comme vous le savez, adopté le projet de décret fixant les frais de scolarité applicables aux établissements et institutions de formation privées du Niger. Il ressort donc des conclusions du comité qui a travaillé sur cette question. La nécessité pour l'État du Niger de fixer les tarifs applicables dans les établissements et institutions de formation privée. Une décision appréciée à sa juste valeur par l'Association nationale des parents d'élèves. Issoufou Seydou, c'est son vice-président. Écoutez plutôt. Si cela est en train de prendre la forme, c'est parce qu'effectivement, les parents d'élèves ont fait toucher le doigt cet aspect des frais de scolarité au Niger par rapport à la gestion de ce qu'on fait dans notre système scolaire. L'école n'est pas privée. C'est les établissements qui, avec les arrêtés d'agrément pour exercer ce métier d'encadrement de nos scolaires, on pense que la scolarisation est privatisée. Non. Que ce soit école privée, que ce soit école publique, la loi d'orientation donne à l'État la possibilité de dire son mot de tout point de vue, que ce soit le programme à enseigner, que ce soit les frais de scolarité. Il y a un arrêté qui a été pris depuis 1998 où on spécifie comment il faut fixer les frais de scolarité. C'est vrai, les privés, ils font ce qu'ils veulent parce que tout simplement, la création des infrastructures scolaires les amène eux-mêmes à chercher le maximum d'argent pour essayer de mettre les enfants dans les meilleures conditions. L'école, ce n'est pas un hôtel où il faut croire qu'il faut avoir des jolis murs, qu'il faut avoir des immeubles. Dans l'établissement, l'école déjà n'a pas besoin de ça. Et surtout quand on sait que même les normes environnementales d'un établissement sont connues dans l'arrêté de création et ouverture des établissements. Si aujourd'hui vous constatez au niveau des privés, tellement qu'ils veulent faire la politique de la grande masse, ils créent même ce qui contraint même l'environnement scolaire. Un établissement privé, c'est dit dans cet arrêté, l'État veille sur les prix de scolarité. Vous devrez dire, je prends mon élève à tel prix. Maintenant, si l'État vous dit, OK, vous devrez aller dans ce sens, et si on met un plafond, vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Même si à un moment ou à un autre, vous avez le tarif le plus faible, vous voulez pour une raison ou pour une autre augmenter les frais de scolarité, ça ne se fait pas au hasard. Vous faites une proposition motivée de modification de vos frais de scolarité et l'État apprécie et il vous ordonne d'accepter ça. C'est ce qui a mené en 2020 la création d'un comité au niveau du ministère du Commerce qui a fait ses travaux, mais il n'y a pas eu de la délibération par rapport à l'harmonisation des frais de scolarité. Les promoteurs de ces écoles privées, ce n'est pas le coût de formation qui leur cause des difficultés financières, c'est le coût d'investissement qu'ils font dans leurs établissements qui devient insupportable pour les parents. Un établissement, quand il se crée, c'est pour 100 ans. Tu as commencé avec 2 classes, il faut aller doucement pour que le jour où tu te réveilles, tu auras peut-être dans 10-15 ans avec une vingtaine ou une trentaine de classes. Et même ça, l'État est regardant par rapport à l'effectif par établissement. Un privé ne devrait pas avoir plus de 500 élèves dans son espace scolaire. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des écoles privées où ils pensent qu'ils peuvent faire une classe à 3-4 élèves, maximum 10. Ça, ce n'est pas une école nigérienne, c'est une école des Blancs. Ce n'est pas de ça qu'on en a besoin. Il y a d'autres, pour eux, il faut avoir 2000, 3000 élèves pour rentabiliser l'investissement qui a été fait. Ce n'est pas ce que l'État a demandé. Un promoteur, ce n'est pas une ONG. Vous êtes d'accord avec moi que la mission qu'on confie à ces promoteurs des écoles privées-là, ils risqueraient de nous déplacer dans un sens où l'État n'a pas prévu ces genre de cela.
C'était là la réaction du vice-président de l'Association nationale des parents d'élèves, Issoufou Seydou, sur la décision prise par donc, le Conseil des ministres qui a adopté le 18 juillet dernier le projet de décret fixant les frais de scolarité applicables aux établissements et institutions privées du Niger. Autre aspect de cette occasion, un tour dans les marchés de la capitale. Précisément, nous sommes intéressés aux condiments qui sont disponibles. En tout cas, selon le constat de nos reporters, ces condiments sont disponibles à une seule fausse note. Ils coûtent cher et les clients se plaignent de la rareté des ressources. Reportage Sekina Sadou Gazibo et Sadou Doumi. Après une période de rupture, la tomate et bien d'autres légumes frais sont à nouveau disponibles dans les différents marchés du pays. Toutefois, la question des prix reste un sujet sensible d'après les revendeuses et consommatrices. Les prix des légumes ont connu une baisse maintenant. Les légumes frais sont tous disponibles et à des prix abordables. Et ils nous proviennent tous du Niger, Malanville, Bénin et Nigeria. S'il plaît à Dieu, tout sera bon pour Dieu. Les condiments frais sont toujours chers, mais Dieu merci, ça commence à être abordable. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un appel auprès du gouvernement. Les autorités doivent arranger les voies. Ils doivent aussi diminuer le prix du riz qui est toujours cher, parce que c'est notre plus grand problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Les vendeurs et revendeurs doivent alléger leurs tarifs. Les autorités n'ont qu'à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, 1000 francs ne peuvent pas faire une sauce. Le marché continue donc d'évoluer, offrant des perspectives encourageantes pour les ménages, bien que le pouvoir d'achat des consommateurs reste un défi à surmonter. Merci Sakina. Direction Dosso. À Dosso, l'une des activités génératrices de revenus exercées par les femmes de la cité de Koy, c'est la transformation de l'arachide pour produire de l'huile, de la pâte d'arachide ou encore des tourteaux. C'est un sujet qui a intéressé nos reporters Boubacar Ibrahim et Ismaël Abdoulaye. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes de gens apprentants d'une maxime populaire. À Dosso, chef-lieu de région, la commercialisation de la pâte d'arachide ou tigédigé en langue assure à pas mal de femmes qui ne se sont pas recroquevillées sur leur statut une certaine autonomie financière. Exercée pour la plupart depuis plusieurs années, la commercialisation de cet aliment bien prisé par les Nigériens permet à ces braves dames de faire face aux besoins primaires de la vie, de participer à la charge familiale et même de répondre à certains besoins que d'aucuns pourraient estimer d'ordre féminin. Nous nous en sortons très bien et nous rendons grâce à Dieu. Nous vendons le petit récipient à 1000 francs. Nous avons des récipients pour 2000, 3000, 5000, voire 7000 francs. J'ai 20 ans dans cette activité et je me retrouve très bien dedans sous Tienzouer Al-Hajmi Kori. Nous nous approvisionnons à partir des villages d'à côté.
sarkin mun maganer bumbo da ne korto rani ni dan ta bukire wallahi kalir beri mo ergo nera zama bisigiru ya kine zabur guwani kalbur suwani. J'ai commencé toute petite avec ma maman, indique Nana Ferdausou, qui dit être à l'abri de certains besoins grâce à ce métier. Consommée de différentes manières, la pâte est obtenue à la suite d'un processus et d'une pression exercée sur les graines d'arachide qui, mieux encore, fournissent une huile d'une saveur agréable. Cette difficulté exprimée, la raréfaction des clients et le manque de machines en quantité pour faciliter le processus de fabrication. Je déplore la rareté des clients, rajoute Hajia Hawa Haruna, car avant je peux vendre jusqu'à 130 à 150 000 jours. Moi je ne rencontre aucune difficulté, déclare Zouer Al-Hajamekori. Mais je suis pour une assistance en machine. J'invite mes soeurs à se réveiller et à se trouver quelque chose à faire pour pouvoir au moins répondre à leurs besoins personnels, conclut Nana Ferdausou. Il faut noter qu'en plus de sa saveur piquante à partir même de l'olfaction, la pâte d'arachide a un apport considérable sur l'organisme humain. D'après certaines recherches, sa consommation participe à la santé cardiovasculaire. Elle favorise la satiété et limite les pics de glycémie. Merci Boubacar Ibrahim et du courage à ces braves dames de Dosso. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.